Les 2/3 de la population mondiale vivent dans des pays où le taux de fécondité n'atteint même pas le taux de remplacement. Ce taux est de 2,1 naissances par femme en âge de procréer. C'est le seuil minimum pour maintenir une population stable sur le long terme. Petite précision, le taux de fécondité, c'est la moyenne du nombre d'enfants par femme. Le taux de natalité, c'est le rapport entre le nombre de naissances et la taille de la population. Les deux indicateurs ont leur utilité spécifique. Donc, la moyenne du taux de fécondité de l'OCDE est de 1,7. Israël est le seul pays membre à avoir dépassé ce seuil. La croissance démographique mondiale atteint ce taux le plus bas depuis 1950. En fait, cette tendance, elle est due à l'augmentation de la mortalité, à la baisse du nombre de naissances et à un affaiblissement de l'immigration durant la pandémie. Rien qu'entre 2020 et 2021, la population européenne a perdu plus de 2 millions de personnes. Il va falloir s'y habituer parce que cette situation, elle est partie pour durer, en Europe et dans le reste du monde. Au Japon, la population diminue depuis 2010. Celle de la Corée du Sud a commencé à se contracter en 2020 et celle de la Chine devrait suivre l'exemple cette année ou l'an prochain. Des experts considèrent même que ce déclin a déjà commencé. En 2050, la population chinoise pourrait diminuer à raison de 12 millions de personnes par an. Dans certaines régions du monde, la pyramide des âges s'inverse. Ça mènera évidemment son lot de problèmes pour les futures générations. Structure familiale qui repose sur l'aide intergénérationnelle, système de santé et de retraite, perte de productivité. Mais pour une fois, l'Afrique paraît avoir une longueur d'avance sur le reste du monde. L'Afrique connaît ce qu'on appelle la plus grosse explosion démographique de l'humanité. C'est le siècle de l'Afrique. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Et on n'en est qu'au début. Ce changement aura un impact majeur sur le monde tel qu'on le connaît. Accroche-toi bien. Comment l'Afrique va changer le monde ? En 2018, le président ougandais Yoweri Museveni a ouvert son discours sur l'état de la nation en vantant la hausse de la population ougandaise. Celle-ci est passée d'environ 14 millions de personnes en 86 à presque 46 millions aujourd'hui. Il en a même revendiqué la paternité. S'il a choisi l'année 86, c'est parce qu'elle correspond au début de son règne présidentiel. Grâce à lui, la croissance démographique annuelle dépasse les 3,5% en moyenne. Au cours des 20 années avant le début de son mandat, la moyenne n'était que de 2,5%. C'est ce qui aurait permis à l'Ouganda d'avoir l'une des populations les plus jeunes du monde. L'âge moyen n'est que de 17 ans. Les 3/4 des Ougandais ont moins de 30 ans. Et ça ne va qu'augmenter. En moyenne, chaque Ougandaise a 5 enfants. Elles commencent tôt, donc elles ont le temps d'en avoir plein. Et malgré l'amélioration du cadre législatif, les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore trop fortes. Faible éducation, accès restreint au marché du travail. Bref, le rôle de la femme en Ouganda, c'est d'être une usine à bébés. En parallèle, le taux de mortalité infantile a beaucoup baissé. Le résultat, la population ougandaise croît à un rythme de 40% par décennie. Et c'est un souhait délibéré. Toujours Museveni à la télévision. L'Afrique souffre de sous-population. Maintenant, nous y remédions. Yoweri Museveni, président de l'Ouganda. Depuis 1950, l'Afrique n'a contribué qu'à 20% de la croissance démographique mondiale. Mais à présent, la donne a complètement changé. Les productions culturelles, les institutions religieuses, les discours politiques sont devenus pronatalistes. En 1914, le monde ne comptait que 124 millions d'Africains. Un siècle plus tard, l'Afrique compte 1,340 milliard d'habitants. Alors que l'Asie a multiplié sa population par 3 ou 4, l'Afrique l'a multipliée par 11. En Europe, durant la révolution industrielle, la population européenne a à peine doublé. La croissance démographique africaine est vraiment sans précédent et ce n'est que le début. D'après les Nations Unies, d'ici 2050, la population africaine aura dépassé les 2,4 milliards de personnes. Si en 81 personnes sur 10 dans le monde étaient africaines, dans moins de 30 ans, une personne sur 4 sera africaine. 2,5 milliards de personnes. C'était la population mondiale en 1950. Un siècle plus tard, ce sera l'équivalent de la population africaine. L'Afrique est le principal moteur de la croissance démographique mondiale. Des 197 pays dans le monde, seuls 8 ont un taux démographique supérieur à 3%. 3% ou plus, c'est une population qui double tous les 20 à 24 ans. Et bah ces pays, ils se trouvent tous en Afrique. Seuls 11 pays dans le monde ont un taux de fécondité de 5 enfants ou plus. Tous sont en Afrique. La démographie est un facteur de poids dans les rapports de force entre les pays. L'Afrique aura une position dominante dans le concert des nations. Tous les indicateurs démographiques laissent penser que cette croissance va s'accélérer. En 2050, environ 40% des naissances dans le monde auront lieu en Afrique. L'ONU estime que d'ici la fin du 21e siècle, l'Afrique représentera environ 40% de la population mondiale. 4 personnes sur 10, plus de 4 milliards d'individus. Si cette prédiction se réalise, ça voudra dire que l'Afrique aura compté pour plus de 90% de la croissance démographique mondiale entre 2020 et 2100. Imagine un monde où la moitié de la population active se trouverait en Afrique. Ça bouleverserait l'équilibre du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce sera en Afrique que se concentreront les pôles d'innovation,
les futures plateformes financières, la Silicon Valley de demain. Une société jeune, innovante et prospère qui contrastera avec les sociétés vieillissantes des pays développés d'aujourd'hui. Le Niger, par exemple, l'un des pays les plus pauvres du monde. Les Nigériennes ont 7 enfants en moyenne. L'âge moyen au Niger n'est que de 15 ans. En seulement un siècle, ce pays aura vu sa population multipliée par 25, passant de 2 500 000 personnes en 1950 à plus de 60 millions d'habitants en 2050. Alors, est-ce que l'Afrique a assez de ressources naturelles et de surfaces agricoles exploitables pour accueillir tant de monde ? Eh ben oui, même si la population africaine a été multipliée par 6 depuis 1950, la densité de la population est encore très faible. Actuellement, cette concentration est de 44 habitants au kilomètre carré, soit 3 fois moins qu'en Chine. Si l'on exclut les petits états insulaires comme l'île Maurice, les Comores ou Sao Tomé et Principe, seuls 5 pays, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Nigeria et le Malawi, ont des densités de population proches ou supérieures à 200 personnes au kilomètre carré. En Corée du Sud, cette densité dépasse les 500 personnes au kilomètre carré et au Bangladesh, c'est plus de 1200. En gros, en Afrique, il y a de la place. Ces prévisions, est-ce qu'elles sont vraiment fiable? Est-ce qu'on n'est pas plutôt en train d'assister à un phénomène qui s'appelle la transition démographique? Une anomalie au continent oublié. Que ce soit l'Europe, l'Amérique latine ou l'Asie, en se modernisant et en se développant économiquement, ces espaces ont connu ce qu'on appelle une transition démographique. Dans un premier temps, le taux de mortalité diminue, la croissance démographique s'accélère, puis le taux de natalité chute. La croissance démographique ralentit avant de s'inverser. C'est le vieillissement croissant de la population. Une théorie vérifiée à de très nombreuses reprises. Mais cette théorie, elle s'applique pas réellement à l'Afrique. En fait, là-bas, ça marche pas. Le taux de mortalité s'est bien effondré et l'espérance de vie a significativement augmenté et pourtant le taux de natalité diminue à un rythme anormalement bas. En Afrique subsaharienne, le taux de fécondité a baissé de 6,5 naissances par femme à 5,4 au cours des 20 dernières années. Même que dans certains pays, ce taux a encore augmenté. Dans certains pays d'Afrique, la fécondité n'a pas encore commencé à baisser et cela ne changera peut-être pas dans les années à venir. Dans beaucoup d'autres États, les changements étaient limités et hésitants. Certains pays qui étaient bien avancés dans leur transition démographique ont suivi des chemins inattendus avec des transitions de natalité plus lentes ou stagnantes. Bruno Schumacher, expert en démographie de l'Afrique. Alors, un exemple d'un pays qui déroge à la règle. L'Égypte semble être en train d'achever sa transition démographique. Son taux de fécondité est passé de 3 enfants par femme en 2008 à 3,2 aujourd'hui. Un tel changement a poussé l'ONU à réévaluer ses prévisions démographiques. Aujourd'hui, le pays compte 103 millions d'habitants. En 2050, il en comptera 150 millions. Que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique australe, même si les transitions démographiques sont bien entamées, les taux de fécondité sont bien supérieurs au reste du monde. Plus de 3 enfants par femme. Et au Sahel, la tendance est encore plus impressionnante. Alors, ce phénomène, comment l'expliquer ? Mais c'est pas très clair. C'est en partie culturel, religieux et politique. Le discours général est pro-nataliste. Les sondages indiquent que les foyers africains souhaitent des familles nombreuses. La contraception n'est pas encouragée, les familles commencent tôt et les enfants sont nombreux. Au Niger, toujours d'après ces sondages, les Nigériennes souhaitent avoir entre 9 et 10 enfants. Les hommes en veulent 13. Dans les 11 pays africains à la croissance démographique la plus élevée, la première naissance survient généralement à l'adolescence. Même en Angola, où le taux d'urbanisation et le PIB par habitant sont plutôt élevés, selon les normes africaines, le taux de fécondité est encore de 6 enfants. Puis, il y a aussi la question de l'entraide intergénérationnelle. Les adultes d'aujourd'hui savent qu'ils ne pourront pas bénéficier d'un système de retraite. Une des manières d'assurer ses arrières, c'est d'avoir de nombreux enfants. C'est de la main-d'œuvre pour les familles qui dépendent de l'agriculture et c'est une assurance pour leurs vieux jours. Alors quel va être l'impact d'une croissance pareille sur le reste du monde ? Le siècle de l'Afrique. Le monde évolue à un rythme effréné et c'est très dur de dégager des tendances vérifiables sur le long terme. En 2020, pour la première fois depuis le 19e siècle, les économies asiatiques ont dépassé en taille celles du reste du monde réunies. Les pays les plus développés, surtout européens, font face à une stagnation démographique aggravée par une population vieillissante. D'ici 2060, la population de l'Union européenne ne représentera plus que 5% de la population mondiale et 30% des Européens auront plus de 65 ans. Le monde va pivoter vers l'Asie et surtout vers l'Afrique. Imaginez un continent qui aura en 2050 la même population que l'Inde et la Chine réunies. Imaginez un continent avec une classe moyenne en augmentation, une urbanisation rapide et qui aura la population la plus jeune de la planète. Pensez à l'Afrique. Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. Ça va indubitablement induire un poids économique et politique de plus en plus important pour l'Afrique. Ça pose aussi un énorme défi pour le marché du travail. Tous les ans, 30 millions d'Africains atteignent l'âge de 15 ans. 15 ans, c'est considéré comme l'âge de la maturité pour entrer dans la vie active. Si les choses suivent leur cours, les pays africains vont devoir anticiper de possibles pénuries d'emplois.
la pression migratoire sur l'Europe va continuer d'augmenter. Mais il est possible que les besoins européens et africains finissent par se croiser. L'Europe connaîtra un phénomène de vieillissement de sa population de telle ampleur qu'elle accueillera peut-être plus facilement la jeunesse africaine en quête d'opportunités sur le vieux continent. En attendant, cette évolution démographique suscite des préoccupations dans nos vieilles démocraties. La thèse du grand remplacement n'est pas nouvelle, mais elle fait de plus en plus de bruit. Merkel a su anticiper les difficultés démographiques à venir pour l'Allemagne et c'est probablement ce qui a motivé son choix pour accueillir plus d'1 million de réfugiés syriens et afghans. On a le même souci aux États-Unis avec un discours anti-immigration qui détonne un peu avec le laxisme des autorités dans la traque aux immigrés clandestins. Les migrants illégaux, c'est une main-d'œuvre pas chère parce que non déclarée et donc très utile dans un système économique qui cale. Est-ce que les sociétés européennes accepteront une reprogrammation si importante de leur code socio-culturel? Est-ce que d'ici là, les économies africaines auront fini par décoller? Peut-être bien qu'à ce moment-là, la pression migratoire sera beaucoup moins importante qu'attendue. Dans tous les cas, l'Afrique comptera sur un énorme réservoir de main-d'œuvre. Les États africains devront s'appliquer à faire émerger un marché du travail compétitif pour éviter la fuite des cerveaux. Ils devront combattre la corruption, consolider leurs institutions politiques, bâtir un système éducatif et un enseignement supérieur à la hauteur des enjeux. Bah oui, avec une population aussi importante, le marché de consommation africain pourra devenir le premier au monde. Mais pour ce faire, les États africains doivent se donner les moyens de développer des industries et des chaînes de valeur domestiques. Un exemple tout bête, c'est l'Afrique du Sud. Malgré les inégalités très profondes, la problématique migratoire est assez faible parce que le pays est industrialisé et son économie diversifiée. Le marché du travail sud-africain arrive à absorber la majorité des jeunes actifs, même dans son économie informelle. En attendant, les obstacles sont nombreux et graves. La malnutrition est une réalité pour 281 millions d'Africains. Et c'est une stat de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui date de 2021, soit avant la guerre russo-ukrainienne. On le sait, cette guerre aura des conséquences désastreuses pour les populations africaines les plus vulnérables. Surtout que le dérèglement climatique et les sécheresses qui en résultent vont pas trop aider dans ce sens. L'Europe a toujours exploité les immenses réserves de matières premières et de ressources naturelles africaines. Peut-être que les puissances européennes pourraient commencer à investir localement pour que ces matières premières soient transformées sur place. Si nos rapports avec les États africains reposent sur l'extractivisme et l'économie de rente, on perpétue un système qui soutient financièrement et moralement les régimes dictatoriaux au lieu de favoriser l'éclosion d'une démocratie africaine. On se donne rendez-vous en 2060 pour faire le bilan. En tout état de cause, n'hésite pas à nous faire part de tes impressions dans les commentaires. Si le contenu te plaît, lâche un like et partage à tes proches, on aurait bien besoin d'un petit boost de visibilité. Allez les gars, à la prochaine.